Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous brosser un sujet qui est fortement d'actualité, qui est en gros ce que je nomme la durabilité. Alors je fais référence à la durabilité parce que je suis un grand fan des propriétés acides et donc mécaniquement, on va explorer aujourd'hui un peu tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour être certain que lorsque ce qui ne doit pas arriver arrivera, ce qui est inévitable, on soit pas trop perdu et surtout qu'on ne soit pas obligé de dire à tout le monde que le projet est fini. Parce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si vous ne considérez pas la durabilité, vous pouvez réellement vous retrouver à plus avoir de données et donc que votre société est assez mal partie. Donc les sigles en gras, ben, on va avoir les journaux, on va avoir les snapshots, les bandes, les PCA, PRA, le RAID qu'on entend souvent, et enfin les backups. Donc le but, ça va être un petit peu d'explorer ce que chaque chose apporte et quelles choses sont mal compris et intègrent un risque, sachant qu'aujourd'hui, on ne va pas faire de marketing, on va faire de la tech. C'est-à-dire qu'on sera vraiment pour s'intéresser aux vrais risques qui sont sous-jacents. Donc, si on s'intéresse à tout ce qui est historisation, on va retrouver là-dedans les journaux, les Bing logs, les change logs. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On a, par exemple, les journaux des file systems qui écrivent tout ce qui va être fait, tout ce qui a été fait. Le binlog, c'est évidemment le plus connu, c'est dans les SQL. Donc, dans les SQL, on va retrouver toutes les transactions d'écriture qui ont été faites sur le serveur. Et entre autres, on peut faire des choses très intéressantes avec ça. Et les changelogs, je mets un peu là-dedans vos commits Git et toutes les choses qui historisent d'une manière assez propriétaire les choses qui ont été faites. Mais globalement, tout ce qui est historisation dans ce cas-là est tout ce qui est par incrémentation. Donc l'exemple qu'on a aussi, c'est le journal de Redis qui écrit toutes les clés qui ont été écrites. Il faut faire attention parce que ces journaux peuvent être dangereux dans le cas d'un PRA et on y viendra un peu plus tard. La deuxième grande famille que je mets dans les historisations, même si ce n'est pas tout à fait le cas, c'est les snapshots et les images instantanées. Alors pourquoi je les mets dans les historisations? Parce que très souvent, ces systèmes sont implémentés à travers un système de copy and write. Donc mécaniquement, ça veut dire que lorsqu'une écriture est faite, des blocs sont écrits et c'est une forme de journalisation, alors qui est plutôt sur un placement, mais on va voir que dans leurs défauts, ils sont assez proches des journaux. Le deuxième grand sujet, ce sont les duplications de données. On en a deux qui sont très présentes dans nos infrastructures. C'est la redondance par parité ou par réplication. Donc, si on prend un exemple, le RAID 1, qui est le plus connu, le RAID 5, où ils sont plus nombreux, on a les mécanismes de réplication qu'on va trouver à travers les Galera dans le cas de MySQL, les clusters Redis à travers Sentry ou Redis Cluster, ce qu'on retrouve dans les Mongo et un certain nombre de choses qui sont basées sur des réplications. Sachant que les réplications en général ont deux grands modes, des réplications consistantes ou des réplications pseudo-consistantes. On n'y viendra pas trop parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, même si je y ferai plusieurs mentions. Mais en tout cas, c'est tout ce qui fait que les données sont présentes sur deux objets physiques plus ou moins distants et avec un mécanisme qui les recopie. Et donc, on part du principe que dans les mécanismes de duplication de données, on est sauvé si on a l'un ou l'autre. Et enfin, on a les backups qui sont une méthode de copie des données dans un format qui a pour finalité de se retrouver ailleurs. Donc, on trouvera là-dedans les backups online par opposition aux backups offline, les LTO, qui sont des systèmes de bande qui datent de Mathusalem, et enfin les worms, et vous verrez pourquoi je cite le sous-ensemble worms dans les LTO par rapport à des problèmes d'hostilité. Donc la question, c'est pour l'instant pour vous, est-ce que ces grandes familles sont des choses claires si pour vous, c'est pas clair, mais en tout cas, je pense qu'on a vraiment deux familles qui sont considérées comme étant ce qui va sauver nos données, alors qu'on va voir, elles sont très différentes. Les problématiques de la durabilité. La première, c'est la contrainte d'acidité. C'est-à-dire que si vos backups ne sont pas intègres,
au sens que, par exemple, vous sauvegardez une table MySQL, puis quelques temps après, vous en sauvegardez une deuxième. Si vous n'avez pas de cohérence entre les deux, vous n'aurez pas de propriété acide. Et donc, votre restauration des bases vous donnera une base qui est malade. La contrainte d'acidité, c'est aussi le fait que si vous faites une copie des dev blocks de votre disque, donc des copies bas niveau, si vous n'avez pas mis le file system dans un état le permettant, vous aurez une copie complètement inexploitable. Donc la contrainte d'acidité, c'est d'abord se poser la question, est-ce que ma copie est intègre? Et je fais référence à acidité, atomicité, consistance, intégrité et durabilité, qui sont les 4 propriétés qu'il faut toujours avoir gardées à la tête. Parfois, on n'est pas capable d'avoir les 4, mais il faut essayer d'en avoir le plus possible. Donc, toujours se poser la question, quelle est la qualité de ma copie? L'exemple simple, j'ai un client récemment qui a fait un MySQL dump table par table, considérant que c'était un backup. Dans les faits, il aura quelques données, mais sa reprise d'activité sera très compliquée. Le deuxième sujet que vous devez vous poser, c'est l'indépendance de la technologie. C'est bête, mais lorsque vous devez faire un PRA ou un PCA, parfois c'est parce qu'un fournisseur vous a fait faux bon. Donc, dans quelle mesure vos backups sont restaurables ailleurs? Or, dans un monde de cloud où l'interopérabilité et surtout marketing, c'est un sujet qui est très important. Le troisième, c'est les périmètres d'habilitation. Alors, c'est un truc qui est très souvent négligé dans les sociétés que j'audite, c'est qui peut effacer les backups. Si c'est tout le monde, il y a grande chance que le pirate qui vous piratera et qui effacera votre production exploite le même accès pour effacer vos backups. Parce qu'un rançonnage, quand vous avez des backups, ça marche vachement moins bien. Et donc, la question du périmètre d'habilitation de ces fameux backups est vraiment quelque chose de très important. L'autre sujet, c'est la capacité à restaurer et les tests d'intégrité. Très souvent, les gens se focalisent sur le backup, alors qu'en réalité, la vraie difficulté, c'est que le jour où il est trop tard, vous soyez capable de restaurer. Et la restauration, c'est quelque chose d'assez compliqué, parce que c'est à la fois quelque chose qui prend du temps. Restaurer une base qui est avec un MySQL dump et qui fait 1 terabit, 1 teraoctet, vous êtes parti pour plusieurs jours de restauration. Ce qui n'est pas tout à fait compatible en général avec la personne qui vous demande de restaurer. En général, c'est tout de suite qu'il veut. La deuxième, c'est dans quelle mesure vos backups sont intègres. Et l'intégrité, c'est un truc très vicieux. Vous faites un MySQL dump, à 75% de la base, vous avez une erreur sur un trigger, et boum, il break le MySQL dump. Vous regardez vos fichiers, ils sont très gros, vous dites, ah, la compression a dû bien marcher. Et en fait, il vous manque 30% de votre base. Donc, c'est ça, les tests d'intégrité. C'est de vérifier à quel point vous avez l'intégrité des données, l'intégralité des données. L'inclusion des backups et leur cycle de vie logiciel, c'est de faire très attention que quand vous faites un backup, vous ne commencez pas par effacer l'ancien. Parce que si vous faites ça, ça veut dire que si votre backup plante et que votre prod plante à cause du backup, vous vous retrouvez sans backup. Donc, c'est de bien faire attention à tous ces cycles de vie logiciel. C'est est-ce que mon backup qui date d'il y a un mois, je suis capable de le restaurer sur ma production maintenant? Est-ce que je suis capable de lire les supports? Par exemple, si vous faites des archivages légaux, 10 ans, si j'ai des logs qui sont sur une disquette 3 pouces et demi, ça va être compliqué pour la lire maintenant. Donc, c'est tout ça. Faire attention dans quelle mesure le temps de rétention que vous êtes fixé et les supports et les logiciels sont capables de supporter cette restauration et cette capacité à pouvoir exploiter les données. Je ne vous parle pas des disquettes 3 pouces et demi, c'est pas très vieux. Et si on pousse encore les 5 pouces un quart, je crois que même moi, je n'ai pas de lecteur pour les lire. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à cette chose. Après, on a la dépendance au tiers. La dépendance au tiers, c'est toutes les questions qui vont être d'ordre de ah, zut, mon prestataire a disparu. Ah, zut, mon prestataire m'a empêché de récupérer mes backups. Ah, zut, mon prestataire ne permet pas de restaurer les backups. C'est toutes ces questions qu'il ne faut pas se poser au moment où on a besoin de le faire. Parce que si on se les pose au moment où on a besoin de les faire, mécaniquement, c'est trop tard. Le sujet aussi qui est très souvent négligé,
c'est la question du délai et de la disponibilité, autant logiciel que hardware. Ce qu'on entend par là, c'est combien de temps, depuis l'ensemble de mes données backupées, je vais mettre pour retrouver une production saine, sachant que là-dedans, il y aura 3 grands ensembles. La première, c'est de récupérer un parc de ressources. Or, on a pu voir qu'avec l'incendie d'OVH, il n'y avait pas de ressources facilement allouables ailleurs, et pas forcément dans les tarifs d'OVH. Donc, mécaniquement, il y a eu embouteillage sur l'acquisition de ressources, ce qui peut rendre le PRA infaisable. La deuxième, c'est la capacité à pouvoir remonter l'infrastructure. Est-ce que j'ai encore les gens qui sont capables de les remonter? Est-ce que je sais reconstruire tout ça? Ou est-ce que je suis incapable d'avoir une procédure pour installer les applicatifs? Et enfin, la troisième, qui est la réintégration des données. Donc, encore une fois, il faut se poser la question de cette question-là. Et enfin, la notion de PRA, il faut l'analyser au travers de 4 niveaux de dommages. La première, c'est ma VM est morte. En gros, est-ce qu'une VM est un SPOF de données d'exploitation? Est-ce qu'une VM est facilement reconstruisable? Si ce n'est pas le cas, est-ce que mon prestataire m'assure une continuité et une redondance des disques? Le deuxième niveau, c'est est-ce que les storage, donc les SAN, sont redondants? Est-ce que je peux m'en passer? Combien de machines en dépendent? Parce qu'il faut garder à l'esprit que quand un SAN meurt, il emmène des centaines de VM avec lui. Le troisième niveau, c'est le site de redondance est détruit. Est-ce que j'ai un deuxième site de redondance? Est-ce que les données sont synchrones? Donc un troisième niveau de questionnement au travers de sa capacité à repartir. Et la dernière, mon prestataire est mort. Ça peut être par faillite, par malveillance, mais en tout cas, j'ai perdu mon prestataire. Donc, les périmètres, ça va être important de les définir. Quelle est la différence entre un snapshot, un backup online, un backup offline et un archivage légal? Il faut garder à l'esprit qu'un snapshot ne survivra à quasiment rien. Dans mon échelle de 1 à 4 que je vous ai définie tout à l'heure, le snapshot meurt directement en 1 ou en 2. Donc, si toute votre stratégie de durabilité est basée sur des snapshots, il faut la revoir parce que ce n'est pas une solution de durabilité. C'est agile pour la production, ça peut favoriser la qualité, l'intégration, on l'a vu dans la présentation de la dernière fois, mais ça ne peut pas être une solution de durabilité. Le backup online, c'est cette fois le fait d'externaliser les données du logiciel, souvent pour les mettre dans un format intermédiaire ou exploitable, mais online. C'est-à-dire que ce online veut dire qu'il peut dépendre d'un SAN, il peut dépendre d'un prestataire ou il peut dépendre d'un site. Si encore une fois, vous n'êtes pas capable de dire si vos backups online sont sur un site opposé à votre site de production, c'est qu'il faut revoir votre PRA et votre PCA. Parce que techniquement, un backup online au minimum est sur un autre site et idéalement chez un autre prestataire. Mais attention, comme il est online, si quelqu'un est malveillant, interne comme externe, vu que ce sont des backups online, il pourra les faire disparaître de la même manière que votre production. Donc, les backups online peuvent poser des problèmes de crédentiel. Les backups offline, eux, sont des backups qui ont, en plus d'être une externalisation de données, ont une vocation à être rendus inaccessibles d'un point de vue, on va dire, logiciel. C'est des backups qui sont bien plus sécurisants, mais plus difficiles à mettre en œuvre parce qu'il faut pouvoir physiquement récupérer les backups. Et le quatrième, c'est l'archivage légal. Alors, dans les faits, les archivages légaux sont assez proches des backups offline, mais le prestataire met des coups de tampon et des garanties qui dépassent très largement le best effort. Donc, on voit que dans ces 4 systèmes,
on est parti de 1. Alors, d'abord, les 4 réalisent une copie de la production, mais on se rend compte que leur capacité à résister à un désastre est clairement pas le même. Le snapshot sera très faible, mais pratique et rapide et économique. L'archivage légal sera le plus résistant, le plus hostile et évidemment le plus cher. La deuxième question qu'il faut se poser sur les périmètres, c'est la fréquence et la rotation. À quelle fréquence je réalise mes backups? À quelle fréquence je vérifie qu'ils sont intègres? Et combien de versions je garde du passé? Sachant qu'il faut faire attention entre les incrémentales, les différentiels et les fulls. Si vous faites 10 incrémentales d'affilée derrière un full, ça veut dire que votre probabilité de pouvoir restaurer votre production sera le produit des probabilités de restauration de chacun des incrémentales plus du full. Dès qu'il vous en manquera un ou que un sera corrompu, vous perdrez la capacité de restaurer. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux journaux. Parce que tous les mécanismes par journal ou par incrémental peuvent prendre très très longtemps pour être restaurés. Et il faut savoir une chose, c'est que si vous avez un SQL qui est blindé en ressources, rejouer les journaux dans le cadre d'un PRA peut vous prendre plus de 24 heures par 24 heures. Oui, un SQL, lorsqu'il s'exécute en live, exécute en parallèle certaines de ses actions, mais elles sont sérialisées dans le journal. Donc, quand vous allez les rejouer, elles vont se faire les unes après les autres. Donc, vous pouvez avoir plus de 24 heures par 24 heures de journal à rattraper. Ce qui veut dire que techniquement, vous ne pourrez jamais rattraper votre production. Le troisième sujet, c'est les garanties liées. Si vous sous-traitez vos backups à votre prestataire, quelle est sa pénalité, son amende, à ne pas pouvoir restaurer? Si votre prestataire vous répond entre 1 et 5 euros, il faut considérer que vous ne pouvez pas lui sous-traiter l'action de backup et de restaurabilité. Pour une simple bonne raison, c'est qu'une restaurabilité compliquée, c'est entre 5 et 15 heures d'ingé. Donc plusieurs milliers d'euros. Pourquoi un prestataire qui vous dédommagerait de 5 euros irait investir 1500 euros ou plus pour solutionner votre problème? Donc, ce qui est très important, c'est dans vos contrats, regardez quel est le taux de pénalité de votre prestataire sur les backups et les restaurations. Il est fort probable que ça soit 0. Si c'est 0, ne sous-traitez pas cette action. Vous devez la faire à votre niveau. Parce que ce qui est certain, c'est que celui qui aura les emmerdes, c'est vous, pas lui. Et enfin, la dernière, c'est les carences et les débits. C'est de vraiment se poser la question de quel est le débit de restauration. Si vous avez par exemple un storage qui contient des téraoctets de données, c'est combien de temps votre prestataire mettra pour les restaurer et s'il les restaurera. Et là, vous serez très étonné, quasiment personne ne se pose la question. Mais 10 téra, ça peut être plusieurs jours de restauration. Donc votre production peut très bien ne pas y survivre. Et il faut bien comprendre que si vous avez utilisé des systèmes de réplication, type S3 ou des choses comme ça, si quelqu'un compromet votre infrastructure, il pourra effacer instantanément des centaines de téra. Quelques secondes. Et si vous utilisez de la cryptographie, l'effacement de vos trousseaux vous fera perdre la totalité de vos données instantanément. Donc, il faut vraiment vous demander qui est responsable de quoi et est-ce que ceux à qui je sous-traite seront lourdement pénalisés du fait que je leur ai sous-traité s'ils ne le font pas. Et c'est pour ça qu'on arrive au plan de test, qui doivent toujours être à votre niveau. Donc, la première, c'est l'inventaire de l'urbanisme de votre solution. En gros, savoir où sont vos applicatifs, comment ils sont construits, qu'est-ce qui communique avec qui, quels sont les débits, bref, votre schéma d'infrastructure. La deuxième, c'est où sont vos données et leur format. Vous devez réellement avoir un document dans votre wiki qui vous dit pour telle donnée, présent dans quel élément de mon urbanisme fonctionnel, les données ont telle fréquence, telle rotation, sont stockées à tel endroit et dans tel format. Et ça, c'est très important. Sinon,
bah, vous ne saurez pas que vous ne backupez pas quelque chose. Donc, ça veut dire que l'urbanisme fonctionnel doit remplir les cases de quelles sont les données qui doivent être backupées. Sachant que j'ai une règle que je rappelle toujours à mes clients, si une donnée n'a pas à être backupée, c'est qu'elle doit être effacée. La troisième, c'est l'inventaire. C'est de vraiment vous laisser une fois par mois, grand maximum une fois par trimestre, l'idée de vous dire, tiens, je vais consacrer 2 heures à regarder la gueule de mes backups. Et vous amuser à les décompresser, à regarder leur taille, regarder leur évolution. Est-ce qu'ils grossissent de quelques mégaoctets par jour? Pour vraiment vous attirer la curiosité et vous dire, tiens, peut-être qu'il m'en manque, peut-être qu'ils sont corrompus. Le quatrième point, c'est de vous lancer dans une restauration intégrale de données. Et ce, pris au hasard. Pour ça, je vous invite à utiliser les stages de troisième et lui faire choisir quel backup vous allez restaurer. Ça changera du café. Enfin, vous devez évaluer le temps que vous mettrez la reconstruction front crash depuis ces backups. Donc, par exemple, vous allez vous amuser à décompresser et restaurer une base SQL complète jusqu'à vous fixer que vous faites, par exemple, vous regardez quel est votre profil. Parce qu'on a tous un profil dans nos sociétés. Ben, c'est à regarder combien de temps entre le moment où le stage de troisième a dit tel backup jusqu'au moment où vous êtes capable de lister votre profil dans la base. C'est un exemple, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Alors ça, on peut le faire tous les 3 à 6 mois. Mais il faut penser à se donner un peu de temps. Et enfin, le Graal, c'est évidemment d'arriver à comparer votre base de données avec votre production pour être certain que vous n'avez rien oublié. Et là, encore une fois, c'est un sujet qui devient un sujet à part entière. La synthèse des risques. On l'oublie tout le temps. C'est quelles sont les personnes qui peuvent compromettre votre backup. Et ça, autant chez vous que dans des dépendances légales. Sachant que, comprenez bien, vous êtes les seuls responsables du fait que vos données ne seront pas perdues. Le fait de dire, j'utilise tel prestataire qui a un magnifique logo, votre patron qui est en train de perdre sa boîte, il ne vous le laissera pas. Le deuxième point, c'est quels sont les gens qui sont indispensables à cette reconstruction. Très souvent, j'ai vu des boîtes qui étaient incapables de mettre en œuvre leur PRA parce qu'elle était dépendante d'une personne qui était partie. C'est tout bête, mais pour chaque élément de votre infrastructure, vous devez dire qui est le lead de reconstruction. Le troisième, c'est quelles sont les accréditations de destruction. C'est-à-dire combien il est difficile de détruire vos backups. Parce que c'est ce qui se passera si vous avez quelqu'un qui vous veut du mal, en tant en interne qu'en externe. Et évidemment, cette liste doit être le plus restreint possible. Si vous avez plus de 2 ou 3 personnes qui peuvent détruire les backups, c'est déjà trop. Enfin, il faudra estimer très clairement, en fonction des 4 niveaux de dommages que j'ai cités il y a 4 PowerPoint, quel est votre temps de reconstruction, quelle est la qualité de cette dernière. Il faudra aussi vous poser la question de quelle est la quantité de données que vous allez perdre dans cette restauration. Est-ce que c'est à moins 1 seconde? Est-ce que c'est 24 heures? Est-ce que c'est 48 heures? Est-ce que c'est toute la vie de la boîte? C'est une question que vous devez vous poser dans les 4 niveaux de destruction. Et ceux qui me diront que dans la perte de leur prestataire, ils perdent 0 seconde de données, je pense qu'il faut qu'ils révisent leur PRA parce que je pense qu'ils sont dans le marketing. Après, il faut vous demander quelles sont les pénalités associées à chaque prestataire à qui vous avez délégué ces processus de PRA. Si ces derniers ont juste 6 mois offerts sur des serveurs, vous pouvez considérer que ce n'est pas une pénalité au vu de ce que ça va vous coûter. Donc, il faut que vous estimiez à quel point vous pouvez sous-traiter auprès de ces prestataires cette question. J'aime bien dire que tous ces sujets qui sont critiques pour la boîte, si c'est moins de 12 mois plein tarif de l'ensemble de la facture, c'est que votre prestataire ne prend pas ses risques, ne prend pas la mesure des risques. Après, il faut vous poser la question de la dépendance vis-à-vis des logiciels, des versions et des licences. L'exemple simple, des PRA mis en œuvre qui foirent parce que le numéro de série du serveur a changé et qu'il n'y a personne pour régénérer la nouvelle licence sur ce nouveau numéro de série.
C'est con, vous avez votre infra qui a été remonté, vous avez les données qui ont été réintégrées, mais vous pouvez rien relancer parce que personne n'est capable de lancer la licence. C'est vicieux et ça fait mal. Et ça énerve d'autant plus qu'en général, on a payé la licence. Et enfin, la dernière, c'est la capacité a posteriori de ce PRA d'être capable de réintégrer des données. Donc, vous voyez, c'est tout bête, c'est j'ai eu des commandes, j'ai perdu 24 heures, c'est comment il est difficile de pouvoir les réintégrer après ou pas. Et on voit que c'est encore une chose qui n'est pas forcément des questions qu'on se pose. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous permettra de vous poser un peu de questions sur tous les sujets qu'il faut se poser pour ne pas se retrouver dans le caca si les extincteurs n'ont pas été renouvelés ou que votre prestataire a mal géré sa trésorerie. Et si vous n'êtes pas capable, à l'heure actuelle, de répondre à l'ensemble des questions que j'ai citées, je pense qu'il serait bien de faire un petit trou dans votre planning pour y répondre et taper sur l'épaule de la personne qui est censée savoir. Sinon, le jour où vous direz que cette présentation était très intéressante, ça sera trop tard et personne ne pourra rien pour vous. Parce que c'est des choses qui s'anticipent et non des choses qui se font au moment où on doit les mettre en œuvre. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a permis de brosser un peu cette question assez atypique, qui est là, ça a été d'actualité il n'y a pas très longtemps. Et si vous avez des questions, je suis très ouvert à essayer d'y répondre.